Bonjour à tous et bienvenue sur tuto.com pour ce nouveau tuto dédié à Cinema 4D. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'occlusion ambiante, donc cet effet que l'on peut voir sur cette image ici, donc les petites ombres noires. Donc nous allons voir tout d'abord qu'est-ce que l'occlusion ambiante, à quoi elle sert et bien entendu comment l'utiliser dans Cinema 4D, donc sachant qu'il y a plusieurs manières de l'utiliser et de l'exploiter. C'est parti. Donc tout d'abord, on va définir ce qu'est l'occlusion ambiante. Donc l'occlusion ambiante, pardon, c'est cet ombrage que l'on voit donc sur notre image. Donc sachant qu'ici sur cette image, je n'ai activé justement que l'occlusion ambiante. Donc cet ombrage, c'est ce que j'appelle un ombrage de proximité. Et donc pour faire simple, l'occlusion ambiante va servir à marquer les interstices et les zones de contact sur les objets et entre plusieurs objets. Donc lorsqu'on va avoir des surfaces qui sont proches les unes des autres, cela va créer un ombrage de proximité, comme ceci par exemple. Donc ici on a des surfaces qui sont même en contact, donc on a un ombrage de proximité qui est très fort. Ou alors ici un ombrage de proximité qui est plus doux, où l'on a des surfaces qui sont proches les unes des autres. Donc plus on va avoir les surfaces proches les unes des autres, et plus l'ombrage va être important. Donc ça va nous servir à accentuer les reliefs d'un objet, par exemple. Ça va également nous servir à asseoir un modèle sur la surface sur laquelle il repose. Donc on va voir ça juste après. Et ça va également nous servir, on le verra un petit peu plus tard, à donner certains effets à certains matériaux. Voici donc le modèle sur lequel je travaille. Donc c'est en fait un scan 3D donc avec du coup, comme vous pouvez le voir ici, un maillage qui est extrêmement dense. Donc ce maillage est posé sur un sol que l'on a ici. Et j'ai ici un ciel. Et le tout va être éclairé. Alors je vais désactiver pour l'instant les multipasses. Désactiver l'occlusion ambiante et je vais juste mettre en place mon éclairage. Donc une illumination globale, voilà, en basse qualité. Comme ceci. Donc, sans l'occlusion ambiante, j'obtiens pour le moment ce résultat. Afin de mieux voir les différences euh, sur les différents réglages, on va rapidement se faire une interface un petit peu particulière qui nous permettra plus facilement de faire la comparaison. Donc tout d'abord, ce que je vais commencer par faire, c'est masquer ici ce panneau latéral dont je n'ai pas besoin pour le moment. Donc je vais faire un clic-molette sur cette petite zone grise ici. Voilà. Et également un clic-molette sur cette petite zone grise, ce qui a pour effet, vous voyez, de masquer les panneaux. Voilà. Je vais ensuite aller chercher mon visualiseur. Donc dans le menu Fenêtre, Visualiseur. Donc pour le moment, mon visualiseur est une fenêtre séparée. Et bien cette fenêtre séparée, je vais venir la docker à droite ici de ma vue de travail. Donc, voilà. Et lorsque j'ai ma barre de surbrillance, je peux lâcher ma fenêtre. Je vais ensuite modifier ici ma perspective. Donc je vais zoomer un petit peu sur, voilà, sur mon modèle. Et dans les réglages de rendu, dans le panneau sortie, je vais cliquer ici sur la petite flèche, écran, et je choisis
résolution éditeur. Donc comme ça, lorsque je vais faire un rendu dans le visualiseur, bien voici ce que j'obtiens. Donc on va même resserrer un petit peu plus l'image comme ceci, voilà. Hop. Alors, je reprends ici, écran et résolution éditeur. Donc, je fais mon petit rendu de test, voilà. Et donc là, je vais pouvoir maintenant resserrer. Donc pouvoir élargir mon panneau latéral. Je vais ensuite effectuer un clic droit sur la barre de titre ici et convertir cette barre de titre en onglet. Enfin, je vais afficher les réglages de rendu et je vais le mettre sous forme d'onglet ici également. Donc je vais pour cela glisser à partir de cette petite zone grise jusqu'à la partie droite de l'onglet pour que le nouvel onglet se mette à droite de l'onglet visualiseur, comme ceci. Je vais également pouvoir fermer le panneau du gestionnaire de coordonnées. Voilà, donc là j'ai mon interface qui va me permettre rapidement de comparer les différents résultats. Donc actuellement, si je regarde mon rendu, eh bien mon occlusion ambiante, pardon, n'est pas activée. On va même la supprimer, voilà. Donc mon occlusion ambiante n'est pas activée. Et si on regarde, par exemple, la zone de contact entre mon objet et le sol, eh bien, on a encore un petit peu de mal à se dire que mon objet est bel et bien posé sur le sol. Donc on a une légère impression de flottement. Et donc ça va être la première mission ici de notre occlusion ambiante, ça va être d'asseoir notre modèle sur le sol. La deuxième mission, qui est tout aussi importante que la première en fait, ça va être de marquer ici les zones de relief, tous les interstices en fait de mon modèle. Donc pour cela, on va aller dans nos réglages de rendu, on va cliquer sur le bouton Effet et on va activer ici l'occlusion ambiante. On va laisser les réglages pour le moment par défaut et on reviendra après sur chacun d'entre eux. Et je clique ici donc pour faire un rendu. Alors bien entendu, le rendu va être un petit peu plus lent hein, puisqu'il y a un effet supplémentaire et qui est basé sur les échantillons. Et donc comme tous les effets basés sur les échantillons, que ce soit par exemple les ombres adaptatives ou encore le SSS, eh bien c'est un effet qui demande une certaine quantité de ressources, donc le rendu se trouve allongé. Vous voyez, on passe de 6 secondes à 22 secondes. Ceci dit, c'est pour notre bien. Donc si on compare nos deux précédentes images, donc pour cela j'ai une fonction dédiée à ça dans le visualiseur. Donc je vais sélectionner mon image précédente et je vais appuyer sur la touche A. Et je sélectionne ma deuxième image et j'appuie sur la touche B. Et donc vous voyez ici, j'ai une barre qui arrive et qui me permet de comparer les deux images. Alors pour ma part, je préfère la voir en verticale. Donc je vais aller dans le menu Comparer et je choisis Échange vertical-horizontal. Donc on a ici l'image B à droite et l'image A à gauche et on voit bien la différence. Vous voyez, on a des reliefs qui sont beaucoup plus marqués au niveau des yeux ici par exemple, au niveau du cou également et surtout au niveau du sol. Donc on va détailler un petit peu les différents réglages de rendu. Donc on retourne dans nos réglages et tout d'abord on a ici la case
appliqué au projet, eh bien, qui nous permet tout simplement d'appliquer l'effet ou non. Nous avons ensuite la couleur. Donc la couleur, ici qui va du noir au blanc, eh bien en fait c'est pas tout à fait du noir au blanc, mais c'est sur la présence de l'effet de couleur noire à l'absence totale d'effet. Donc ici, si on regarde, on a un effet qui démarre du noir, et puis qui s'atténue, donc on le voit ici par exemple. Donc on pourra assimiler ça, le blanc, à un canal alpha par exemple. Donc si je choisis ici une autre couleur, on va choisir par exemple une couleur très vive du rouge. Je reviens sur mon visualiseur. Eh bien, je vais avoir, vous voyez ici, un ombrage qui tire sur le rouge. Donc on verra que ça permet de donner certains effets à certains matériaux, on y reviendra tout à l'heure. Donc si on joue également avec le dégradé en lui-même, on va avoir ici un passage de la présence d'effet à l'absence d'effet qui va être beaucoup plus marqué. Comme ceci. Alors attention, hein, du fait que l'on utilise ici l'occlusion ambiante dans nos réglages de rendu, ça s'applique à toute la scène. Donc je vais repasser au réglage par défaut. Et on va passer au réglage suivant, la longueur de rayon minimum. Donc la longueur de rayon minimum, donc, qui est également complétée par la longueur de rayon maximum, eh bien, lorsque l'on regarde ici la longueur de rayon minimum qui est à 0, eh bien en fait, on va avoir, alors je vais revenir juste sur l'effet justement en rouge, eh bien on a une longueur de rayon, enfin une longueur d'effet qui est variable, avec la longueur de rayon minimum à 0. Donc je vais refaire un petit rendu ici pour qu'on voit l'effet justement avec un ombrage en noir. Voilà. Et donc, pour exagérer la longueur de rayon minimum, je vais mettre une longueur de rayon minimum égale à la longueur de rayon maximum, comme ceci. Donc ça nous permet d'avoir une longueur d'effet qui ne sera pas inférieure à la valeur que je donne ici. Voilà. Donc une nouvelle fois, on va faire une comparaison avant-après. Donc je vais prendre cette image-là et on va choisir l'image A, et celle-ci sera notre image B. Donc sur notre image A, à gauche, on a une longueur d'effet qui est à 0, et à droite, une longueur d'effet qui est à 100%. Et donc, on a, vous voyez, en bas par exemple, une longueur d'effet qui est plus importante si je donne une longueur minimum de 100. Donc c'est là que c'est vraiment visible, hein. On distingue un petit peu également sur l'œil. Donc ça va nous permettre de donner un petit peu plus de présence à l'effet. Je reviens ici à 0. La plupart du temps, je ne touche pas à ce réglage, je le laisse à 0. La longueur de rayon maximum, eh bien c'est l'inverse, c'est la distance maximum sur laquelle se diffusera l'effet. Alors attention, ce n'est pas la longueur de l'ombre, mais c'est vraiment la longueur totale du dégradé. Donc c'est-à-dire qu'il y a une grande partie de cette longueur sur laquelle on ne verra pas notre ombre, à moins bien entendu
de modifier ici notre dégradé. Donc plus on va avoir une longueur de rayon maximum importante, et plus on aura un effet qui se diffusera loin sur notre objet. Donc on va exagérer ici, on va mettre 500, et on va effectuer un nouveau rendu. Voilà. Donc si j'appelle ma nouvelle image l'image A, ici à gauche, eh bien on voit que j'ai un effet qui va plus loin. Vous voyez notamment sur le pied. C'est assez subtil, mais on va voir que selon les réglages que l'on va avoir, donc on fera un petit effet sympathique notamment tout à l'heure, ça peut avoir une importance assez déterminante. Vous voyez ici mon modèle est dans l'ensemble plus sombre. Donc on revient sur nos réglages de rendu. Je vais remettre ici la valeur par défaut. Et on a ensuite la dispersion. Mais le réglage de dispersion, ça va être la douceur de passage de la couleur 1 à la couleur 2. Donc on a une dispersion ici de 100%, donc on a un passage qui est très soft. Si je mets ici une dispersion de 50%, alors de nouveau je vais ici augmenter la longueur de l'effet. On voit une dispersion de 50%. Vous voyez qu'on a un passage de l'ombre à l'absence d'effet qui est déjà beaucoup plus violent. Une ombre qui est beaucoup plus dense. Et si carrément je passe ce réglage à 0, eh bien on aura un ombrage de proximité qui sera carrément franc. Donc ici, bien entendu, sur notre modèle, ça ne rime absolument à rien. Mais pour certains effets, pourquoi pas, ça peut être assez intéressant, notamment pour simuler un effet proximal. Donc on peut l'utiliser également dans cette optique-là. On verra également tout à l'heure comment on peut faire. Donc je vais remettre mes réglages par défaut. Et nous avons ensuite la précision, les échantillons minimum et les échantillons maximum. Alors je parle de ces trois-là en même temps, tout simplement parce qu'ils ont un lien entre eux qui est très étroit. Donc la précision, ça va être bien sûr la précision globale de l'effet, mais cette précision, elle va également être conditionnée par les échantillons minimum et les échantillons maximum. Si je regarde mon effet, alors je vais juste refaire un rendu avec les réglages par défaut. Et si je regarde mon effet de près, alors ici ça ne se verra pas énormément, en tout cas ne serait-ce qu'à cause de l'encodage de la vidéo, mais lorsque vous ferez l'exercice, regardez attentivement votre ombrage de proximité et vous constaterez un certain grain qui est apporté à cet ombrage. Et bien ce grain, il est, euh, il est dû à la fois à la précision et à la fois aux échantillons. Donc plus on va augmenter la précision, et plus ce grain sera fin. Mais il faudra également jouer sur les échantillons minimum et maximum pour avoir le grain le plus fin possible. Donc sachant que les réglages par défaut sont plutôt pas mal, en tout cas sur des images qui sont destinées à être affichées sur écran,
Après, sur du print, effectivement, ça peut être un petit peu plus problématique. Mais si j'augmente donc la précision, les échantillons minimum et les échantillons maximum, je vais diminuer le grain. Donc la précision, on l'a dit, c'est l'aspect global du grain. Les échantillons minimum vont concerner les parties où il y a peu de détails. Donc comme par exemple ici, le cou. Donc ces échantillons minimum, bien souvent, n'ont pas besoin d'avoir un nombre très très élevé. Les échantillons maximum, eux, concernent les zones de détail. Donc par exemple, comme ici, au niveau des cheveux, au niveau des yeux ou au niveau des zones de contact. Donc là, on aura toujours un nombre d'échantillons maximum qui sera beaucoup plus élevé. Donc on verra tout à l'heure ce qui se passe lorsque l'on descend les paramètres de précision d'échantillons minimum et d'échantillons maximum, donc lorsqu'on travaillera sur les matériaux. Et donc enfin, dans les réglages chiffrés, on va dire, il reste le contraste, et le contraste revient à peu de choses près à jouer ici sur l'intensité, enfin l'écart entre la couleur 1 et la couleur 2. Donc le contraste, il va nous aider à marquer l'effet, à exagérer l'effet. Donc si je mets ici par exemple un contraste, on va fortement exagérer à 70%. Si je refais ici mon rendu, voilà ce que l'on obtient. Un effet qui est très fortement marqué. D'ailleurs, ici, vous remarquez beaucoup plus le grain qui est apporté à notre effet. Donc là aussi, c'est un réglage qui est très intéressant puisqu'il permet, on va voir encore une fois tout à l'heure dans les matériaux, de créer certains effets. Donc je vais à nouveau repasser au réglage par défaut. Et on va utiliser cette fois-ci le réglage utiliser l'environnement du ciel. Donc à quoi sert ce réglage? Eh bien en fait il va donner à notre occlusion ambiante la teinte utilisée pour le ciel. Donc pour l'instant c'est du blanc. Donc je vais juste ici modifier légèrement la couleur. Voilà, mettre une teinte bleutée. Je vais également désactiver l'illumination globale puisque le changement d'effet, enfin l'effet est beaucoup plus visible lorsque l'on n'utilise pas l'illumination globale. D'ailleurs, il ne sert même pas à grand chose lorsque l'on utilise l'illumination globale. Et pour que cet effet fonctionne correctement, eh bien, il faut une lumière présente dans la scène, comme ceci. Donc, je vais éclairer mon modèle, voilà, comme ceci. Donc, on va même, voilà. Donc, je sélectionne ma lumière, je l'éloigne un petit peu. Voilà. Donc, utiliser l'environnement du ciel est coché. Mon ciel est de couleur bleue. Ma lumière est insérée dans la scène. Voilà ce qui se passe maintenant lorsque je fais un rendu. Alors oui, j'ai oublié un petit détail. J'ai oublié que mon sol avait le même matériau que mon ciel. Donc voilà, je mets un matériau blanc sur mon sol. Donc l'illumination globale est désactivée. Je peux refaire mon rendu. Voilà. Donc ici, utiliser l'environnement du ciel est activé. Donc en fait, mon... tout ce qui est soumis à l'occlusion ambiante prend également la teinte de... du ciel. Donc, voyons voir si je décoche ici utiliser l'environnement du ciel.
Voilà, mes objets redeviennent blancs. Donc avec mon ciel qui lui est toujours bleu. Donc comme je le disais, ceci n'est pas très utilisé, n'est pas forcément utile lorsque l'on utilise l'illumination globale, tout simplement parce que lorsque j'utilise l'illumination globale, naturellement, mon, comment dire, mes éléments vont prendre la teinte globale du ciel. Voilà. Donc avec un effet qui est d'ailleurs beaucoup plus doux. Donc voilà ce qui se passe ensuite. Si je coche utiliser l'environnement du ciel, donc on va laisser terminer le rendu ici avant d'en lancer un nouveau. Vous voyez donc on a un résultat qui est beaucoup plus bleu. Donc notre ciel qui prend ici une importance beaucoup plus grande. Donc je vais revenir à un ciel de couleur blanche, comme ceci. Je vais supprimer la lumière pour revenir donc au réglage que l'on avait auparavant. Vous avez ensuite le, le paramètre évaluer la transparence, alors que je ne démontrerai pas ici, puisque les temps de rendu explosent littéralement. À quoi sert ce paramètre? Eh bien tout simplement, ça va servir à dire si un objet transparent va provoquer de l'occlusion ambiante ou non. Globalement, si un objet est transparent à 100%, il ne devrait diffuser aucune occlusion ambiante. Donc si on souhaite que ce soit le cas, on va ici cocher évaluer la transparence. Et donc si on a un matériau transparent, notre objet n'émettra pas d'occlusion ambiante. Si on a un matériau opaque, eh bien l'occlusion ambiante sera présente. Attention, encore une fois, c'est ici un paramètre qui est très très gourmand au rendu. Et enfin, vous avez le réglage auto-intersection uniquement. Donc ce réglage va permettre de n'activer l'occlusion ambiante que sur les interstices des objets eux-mêmes et non sur les zones de contact entre les différents objets. Par exemple, ici, notre occlusion ambiante est bien présente sur l'objet lui-même. Et vous voyez ici la zone de contact entre mon objet et le sol n'est pas marquée. Bien, donc nous avons ici jusque-là travaillé avec une occlusion ambiante qui était activée à l'intégralité de ma scène. Ce qui est intéressant avec l'occlusion ambiante, c'est qu'on peut également l'activer par objet. Donc je vais supprimer ici cet effet d'occlusion ambiante. Et maintenant, je vais travailler uniquement par objet. Donc si par exemple, alors tout d'abord on va reprendre une base, voilà, comme ceci. Donc je vais supprimer toutes les autres images. Voilà, donc pour repartir sur une base neutre. Et donc tout d'abord, on va imaginer que je ne souhaite que marquer la zone de contact entre mon objet et le sol. Bien tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le matériau de mon sol et dans le canal diffusion que je vais activer, je vais aller sur texture, effet et je choisis occlusion ambiante. Si je rentre dans le réglage, je retrouve exactement les réglages que j'avais tout à l'heure dans mes réglages de rendu. Donc on pourra les utiliser strictement de la même manière.
Si maintenant je refais un petit rendu, eh bien, vous voyez la différence. Alors, visiblement, je me suis trompé. J'ai interverti les matériaux du sol et du ciel, donc nous allons, voilà, refaire la modification. Voilà. On va supprimer celle-ci. Image A, image B. Voilà. Donc ici, on a, vous voyez, notre modèle qui, lui, ne bouge pas. Et par contre, on a juste rajouté le marquage de notre zone de contact au sol. Donc ceci uniquement par le biais du matériau. Donc nous allons faire la même chose sur notre buste. Donc je vais ouvrir mon matériau et dans le canal diffusion, je vais aller chercher ici mon effet occlusion ambiante et je vais lui donner des réglages différents. Donc je vais diminuer la précision. Je vais également diminuer les échantillons minimum et les échantillons maximum. Et je vais augmenter le contraste. Et on fait un nouveau rendu. Voilà donc ce que cela nous donne, voyez, diminuer les échantillons, la précision, et bien ça nous donne un effet qui est très granuleux et qui peut nous rappeler un effet qui était présent dans les versions de Cinema 4D antérieures à la 9.6, donc ça nous ramène quelques années en arrière, un effet qui s'appelait l'effet crasse. Et bien voilà, on a reproduit ce à quoi servait cet effet crasse. Donc notez qu'on a toujours notre occlusion ici propre au niveau du sol, et donc notre occlusion sale au niveau de notre buste. Donc on a la possibilité d'avoir différentes utilisations de l'occlusion ambiante au sein d'une seule et même scène. Donc je vais rafficher le matériau de mon buste, et cette fois-ci je vais dans le canal couleur, et dans texture je vais ajouter à nouveau l'occlusion ambiante. En fait, j'aurais même pu copier le canal ici, et dans le canal couleur, clique sur le petit triangle ici, et coller le canal. Donc ce qui va nous donner ici exactement les mêmes réglages dans le canal couleur que dans le canal diffusion. Juste ici, je vais modifier la couleur, voilà, de mon occlusion ambiante. Voilà. Donc on obtient ici une mousse verdâtre dans les recoins. Donc voilà l'un des nombreux effets qu'on peut obtenir à partir de l'occlusion ambiante. Mais on pourra également utiliser cette occlusion ambiante pour définir par exemple des zones de relief. Donc on va pouvoir imaginer que les zones ici qui sont atteintes par la mousse, eh bien, seront en relief. Donc je vais à nouveau activer mon modificateur de matériaux. Je vais activer le canal relief. Et ici, donc, je vais choisir un canal fusion, enfin un shader fusion. Ce shader fusion, il va me permettre d'activer ici en l'occurrence un bruit. Donc je vais aller chercher canal de fusion, un bruit. Donc voilà ce que donne mon relief bruit. Je vais resserrer
l'échelle globale du bruit à 20% pour avoir ici un relief plus granuleux. Et donc, le shader fusion va nous permettre de masquer ce canal bruit, ce bruit, en fonction d'un masque qu'on va utiliser. Donc en l'occurrence, on va cocher ici utiliser le masque. Et dans le canal de masquage, on va utiliser justement un effet occlusion ambiante. Donc ici, notre occlusion ambiante, elle ne masque rien puisque par défaut, ici le masque est blanc. Donc on va rentrer dans les réglages et on va ici inverser les nœuds. Donc par défaut, notre bruit est masqué et dans les zones d'occlusion ambiante, notre bruit sera affiché. Donc on va exagérer ici l'intensité du bruit et lancer un nouveau rendu. Donc forcément, on est à ce niveau-là. Plus on rajoute des faits occlusion ambiante imbriqués les uns dans les autres, plus on va avoir un rendu qui sera long, bien évidemment. Donc ici, on a en fait notre mousse qui a un léger relief. Donc on va comparer l'image précédente à notre nouvelle image. Vous voyez donc ici la présence de notre relief. Voilà, donc pour en terminer avec les matériaux, on va voir ce que cela peut donner dans le canal luminescence. Donc je vais rafficher mon matériau, je vais supprimer le canal diffusion, je vais supprimer également le canal relief. Dans mon canal couleur, je vais supprimer ici mon occlusion ambiante et mettre un matériau plutôt sombre. Je vais activer mon canal luminescence dans lequel je vais mettre mon effet occlusion ambiante. Donc pour l'instant, voici ce qui se passe. J'ai mon effet qui est très très présent, ma luminescence qui est très marquée, sauf dans les zones d'occlusion ambiante. Donc on pourrait presque utiliser cette image comme un canal, comme une passe séparée d'occlusion ambiante. Donc on verra très vite comment récupérer une passe d'occlusion ambiante, mais en fait ça nous donne le même résultat. Sauf qu'ici ce n'est pas ce que je souhaitais obtenir, mais bel et bien l'inverse. Donc je vais rentrer ici dans les réglages de mon occlusion ambiante et je vais, par le biais d'un clic droit, inverser les nœuds. Je refais mon rendu et donc je vais avoir cette fois-ci un effet inversé avec donc ma luminescence qui est activée uniquement dans les zones d'occlusion ambiante. Donc ici, une nouvelle fois, on voit bien la granularité. Donc il faudra augmenter la précision, les échantillons minimum et les échantillons maximum pour le faire disparaître. Alors je ne vais pas le faire ici, ne serait-ce que pour les temps de rendu, donc pour les besoins du tuto. Mais donc, en augmentant
ici les réglages précision, échantillon minimum et échantillon maximum, vous allez pouvoir atténuer ce bruit. Enfin, une chose qui pourra vous être utile, ça va être de récupérer la passe d'occlusion ambiante séparément pour pouvoir la réutiliser dans Photoshop. Donc ce que l'on va faire ici, c'est aller dans nos réglages de rendu, activer le multipass, donc on pourra également désactiver au passage l'illumination globale. On aura en revanche besoin de réactiver notre occlusion ambiante. On pourra lui donner les réglages que l'on souhaite. Et dans le canal multipass, on va choisir ici occlusion ambiante. Donc en fait, on va pouvoir récupérer séparément le calque d'occlusion ambiante. Donc, je fais ici mon rendu et dans calque, ici monopass, vous voyez, je récupère séparément mon calque d'occlusion ambiante. Donc je peux enregistrer ceci au format TIFF ou autre et la réinjecter ensuite dans Photoshop pour le retravailler séparément, le masquer par endroits éventuellement. Bref, après, une fois dans Photoshop, j'en fais absolument ce que je souhaite. Donc juste une chose, pour pouvoir récupérer votre passe d'occlusion ambiante, lorsque vous allez enregistrer votre image, donc par le biais de fichier enregistrer sous, pensez bien à cocher ici calque de manière à récupérer votre calque d'occlusion. Sinon, eh bien, vous aurez juste l'image TIFF que vous avez en fait ici. Donc vous ne pourrez pas, si vous ne cochez pas calque, vous ne pourrez pas récupérer ce calque d'occlusion ambiante. Voilà donc ce que je peux vous dire au sujet de l'occlusion ambiante. Ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous sera très utile. En attendant, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et donc je vous dis à très bientôt sur tuto.com. Bye bye.